Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 38 de la Web TV de Veille Stratégique. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans nos locaux pour une reprise, donc après un mois de vacances pour les uns et pour les autres au sein de notre équipe. Aujourd'hui, donc, on reprend sur le rythme des deux émissions hebdomadaires et on a beaucoup de sujets à traiter pour ce 6 août. Donc, on va commencer tout d'abord par l'Ukraine et par l'arrivée tant attendue et tant décrite à grands coups de médias ces derniers jours, des fameux F-16 qui sont apparus dans le ciel notamment d'Odessa. Alors c'est bien sûr pour l'ensemble de la presse occidentale un moyen de nous redire voilà, ça y est, les Américains ont tenu promesse, les Occidentaux ont tenu promesse. Néanmoins, on doit reconnaître que sur les plateaux télé, notamment français, mais aussi étrangers, on voit bien que, au-delà de l'effet d'annonce et au-delà de l'impact médiatique et psychologique initial, tous les commentateurs sont tous unanimes pour nous dire bon, bah, écoutez, c'est très bien, mais on est sur 6 à 10 appareils, voilà, avec donc environ 2 ou 3 pilotes formés pour chaque appareil maximum. Et donc avec des moyens de cette nature, à part faire des missions de protection du ciel aérien d'une partie de l'Ukraine dans de bonnes conditions, il n'y a aucun game changer, comme on dit en anglais, il n'y a pas d'arme miracle, ça va pas bouleverser stratégiquement la donne. On sait très bien que, et même le président Zelensky d'ailleurs, il faut le souligner, a tout de suite dit bon, c'est bien, mais c'est insuffisant parce que il a réclamé dès le départ environ une centaine d'appareils, ce qui là commencerait effectivement à peser sérieusement dans le rapport de force. Mais là, aujourd'hui, on est sur une capacité qui va peut-être permettre de protéger notamment toute la partie occidentale du ciel ukrainien, mais c'est tout. Parce que si ces appareils commencent à tenter de faire des opérations au-dessus de la zone de combat, ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est pas impossible, bien évidemment, surtout si on les rassemble en un seul élément d'assaut. Maintenant, ça augmente automatiquement le risque d'une perte d'un ou deux appareils au cours de ce genre d'opération. Donc, étant donné, bien sûr, la densité des défenses antiaériennes russes, et donc on peut faire une grosse opération, on peut éventuellement détruire un objectif à forte valeur ajoutée, mais le risque c'est de perdre un appareil ou deux au cours de ce genre d'opération. Et donc là, en termes de communication, tout ce qu'on vient de vivre là, ces 48 dernières heures, 72 dernières heures, quant à leur arrivée, va s'effondrer. Donc on est dans une situation qui est un petit peu ubuesque, c'est-à-dire que d'un côté, les Ukrainiens peuvent se satisfaire de leur arrivée, les Occidentaux peuvent aussi se satisfaire en disant, bah, regardez, après plus d'un an de tractation, vous les avez enfin, mais dans des quantités qui sont tellement limitées que ça n'a d'abord un effet que symbolique et psychologique et très peu sur le plan militaire. Et d'ailleurs, on nous a dit notamment hier, bien écoutez, ça va servir à intercepter les missiles balistiques russes. Qu'ont fait les Russes cette nuit? Ils ont lancé une frappe avec au moins 6 missiles Iskander autour de la région de Kiev. Il y a eu d'autres explosions qui ont été signalées à Poltava, Soumy, Jitomir, Kharkov, Odessa et Mykolaïev et Kherson. Et on n'a pas d'informations pour le moment selon lesquelles les F-16 auraient été capables d'intercepter un de ces missiles. Quant au drone Gérand 2 qui donc était couplé à cette attaque, c'est pareil, on n'a pas d'informations selon lesquelles les F-16 auraient été capables de les détruire. Donc voilà, la mission de protection du ciel, qui est la première et la seule vraie mission dont ces avions sont capables pour le moment sans prendre trop de risques, dès hier soir, il est probable qu'elle n'a pas pu être mise en œuvre, avec simplement
6 missiles Iskander tirés et un certain nombre de drones. Pour le moment, on n'a pas d'informations claires sur le nombre de drones engagés. Mais voilà, on se souvient que quand l'Iran, au mois d'avril, a répliqué en frappant Israël avec donc des missiles balistiques, mais aussi des drones, eh bien, une partie de ces drones avait été abattue par la chasse israélienne ou la chasse de la coalition anglo-saxonne dans laquelle on était insérés nous aussi, les Français. Donc là, on n'a aucune information de cette nature, ce qui tente à prouver que pour le moment, l'Ukraine va se montrer extrêmement prudente quant à leur usage. Ça ne veut pas dire qu'à terme, certains parlent d'une attaque massive, notamment sur le pont de Kerch avec l'ensemble de ces appareils réunis. Ça peut tout à fait arriver. Les armements dont disposent les F-16 envoyés à l'Ukraine, arrivés en Ukraine avec leurs pilotes formés, ont effectivement la possibilité de mener ce genre d'opération ou de couvrir les opérations qui seraient menées de nouveau par des appareils de l'époque soviétique équipés de Scalp Storm Shadows. Mais pour le moment, selon moi, ce serait courir le risque d'en voir au moins un abattu, parce que dans la grande tradition militaire soviétique, l'armée russe a de nouveau, je rappelle que cette tradition date de la Grande Guerre patriotique, de la Seconde Guerre mondiale, où Staline promettait des récompenses en argent sonnant et trébuchant pour la destruction d'un tigre, d'un panthère ou ce genre de char allemand. Là, on l'a vu pour les chars, les aviateurs russes ont eux aussi reçu un barème de récompense en fonction de la destruction de tel ou tel type d'avions, et notamment les F-16. Donc il faut être extrêmement prudent, sans parler bien sûr de la DCA à coup de S-400, peut-être même donc de son successeur qui commence à être déployé, qui eux aussi vont avoir un incentive financier s'ils parviennent à abattre un F-16. Donc ça, c'est pour la situation militaire générale, et puis pour donc la guerre psychologique, la guerre de l'image, et c'est très important. Maintenant, on voit que depuis le début de l'été, les canaux de négociation et les canaux diplomatiques sont en pleine activité pour tenter de trouver une solution. On en a parlé avec le voyage du ministre des Affaires étrangères ukrainien en Chine, et on sait que ça se poursuit parce qu'on entend des déclarations de plus en plus modérées, et notamment certaines selon lesquelles Zelensky serait d'accord pour mettre en place un référendum au sein des oblasts du Donbass pour savoir si oui ou non, et de la Crimée, pour savoir si oui ou non ils veulent être rattachés à la Russie. Donc on voit qu'il y a plein de petits signaux diplomatiques qui vont dans le sens, en tout cas du côté ukrainien, d'une volonté de négocier. Et généralement, si on veut négocier, c'est qu'on sent bien qu'on est en position de faiblesse. C'est exactement comme ce qui s'est passé en février-mars 2022 et qui n'a pas pu aboutir in extremis parce que les anglo-saxons s'en sont mêlés pour couper court à l'accord qui avait été signé. Donc, pourquoi les Ukrainiens sont-ils en situation de faiblesse? On ne cesse de le rappeler. Sur l'ensemble de la ligne de front, le grignotage russe se poursuit. Vous pouvez le voir sur les cartes. Donc on a d'abord le fameux secteur de Robotyne, qui a été le point le plus important, malgré le peu de kilomètres gagnés, le point le plus important de l'offensive ukrainienne de l'été dernier, qui maintenant risque d'être totalement reconquis. Le village, les ruines du village, ça a déjà été reconquis il y a quelques semaines, mais là c'est toute la périphérie nord qui est en train de retomber entre les mains des Russes via un encerclement tactique, parce que de toute façon c'est un saillant qui est tout simplement intenable. Vous avez ensuite dans le secteur d'Ougledar, là encore, des opérations russes qui tentent à couper les accès nord-est d'Ougledar par la route principale qui mène vers le nord-est et qui permet à Ougledar d'être ravitaillé assez facilement et assez rapidement. Donc là encore, on a eu des tentatives russes pour s'emparer d'un tronçon central sur cette voie d'accès.
Alors, semble-t-il, l'opération a permis de faire des images du côté russe, mais n'a pas permis de maintenir des positions sur cette route majeure. On verra dans les jours qui viennent où en sont les combats. Et puis, plus on remonte vers le nord, et plus on constate exactement la même chose. On le voit dans le secteur de Krasnohorivka, là on a eu une bataille urbaine très importante qui dure depuis plusieurs semaines, et à part les quartiers résidentiels tout au nord de la ville, le reste, le gros de la ville est tombé entre les mains des forces russes. On a ensuite des développements qui se poursuivent donc dans le secteur d'Orechetine, où là, encore une fois, les Russes poursuivent à la fois vers l'ouest et le sud-ouest. Et puis on a le secteur donc de Toretsk, New York, où là on voit carrément un encerclement qui est en train de se mettre en place à l'est de New York, et dans lequel, semble-t-il, pour le moment, on n'a pas d'informations sur le repli ou non des forces ukrainiennes qui sont dans cette poche. Donc, et si on remonte encore, on voit que les combats sont de plus en plus intenses dans les quartiers de Chassov-Yar, puisque on le rappelle, à Chassov-Yar, les Russes sont passés du côté occidental du canal du Seversky Donetsk. On voit que dans le secteur, alors là c'est intéressant, dans le secteur Kupiansk-Kremena, les opérations actives sont un peu retombées depuis quelques jours, et dans le secteur de Volchansk au nord de Kharkov, là on a affaire à des combats urbains d'une intensité vraiment très très importante, acharnés, qui n'ont pour seul bénéfice non pas de prendre tel ou tel pâté de maison, mais de continuer de fixer la majorité des réserves ukrainiennes sur place pour qu'elles ne puissent pas se redéployer sur toutes les zones du front dont on vient de parler, où là les Russes sont à l'avancée. Donc la situation est de plus en plus compliquée, et du côté russe, il n'y a aucune réponse à toutes ces initiatives diplomatiques, à toutes ces déclarations diplomatiques qui sont faites du côté ukrainien et du côté occidental. Il faut bien le souligner. C'est-à-dire que pour le moment, pour les Russes, nous on avance à notre rythme, on continue de concasser l'armée ukrainienne et de lui faire subir une attrition terrible. Certaines sources évoquent la perte de 60 000 hommes pour le mois de juillet au sein de l'armée ukrainienne. 60 000 hommes tués, blessés, prisonniers, disparus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente en 4 semaines, un peu plus de 4 semaines de combat, l'intensité. Alors certains diront ah oui, mais les Ukrainiens, là j'entendais encore certains spécialistes autoproclamés sur LCI disaient ah oui, mais la carte ça bouge d'un pouillème, c'est pas grand-chose, c'est le trait du crayon. Peut-être, même si effectivement les Russes ont gagné quelques positions avantageuses. Maintenant, si l'armée ukrainienne vient encore de perdre 60 000 hommes qui sont hors de combat pour une durée soit définitive, soit indéterminée pour les blessés, c'est une véritable saignée à blanc. Et donc l'avenir de l'Ukraine devient de plus en plus sombre sur le plan tout simplement démographique. D'autant que les campagnes de recrutement font toujours l'objet de nombreuses vidéos sur les réseaux ukrainiens quant à la rébellion des individus qui sont attrapés dans la rue, appréhendés dans la rue par les sergents recruteurs. Voilà. Donc la situation, même si on en parle peu, même si on a beaucoup parlé des F-16, sur le terrain, au niveau militaire, elle reste absolument, totalement en faveur de l'armée russe aujourd'hui, qui continue de progresser et surtout qui continue d'infliger des pertes terribles à l'armée ukrainienne. Alors avant de parler des deux autres sujets qui doivent nous occuper, comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité pendant cette période estivale. Les audiences se tassent fort logiquement puisque vous êtes vous aussi en vacances et que vous avez moins de temps à consacrer à l'information, et je ne vous en veux pas parce qu'il faut savoir se déconnecter, ça fait pas de mal au cerveau. Merci quand même donc pour ceux qui sont là, pour les pouces en l'air, les commentaires positifs et bien sûr les partages, et n'oubliez pas donc le partage des vidéos et le partage des publications du blog à partir de Facebook, à partir du blog directement, à partir du canal Telegram ou de mon compte Twitter, enfin X Tercios del Sol.
Hein, surtout, et je le répète, ce n'est pas parce que vos amis sur vos réseaux ne sont pas intéressés par ces questions qu'il faut partager, c'est parce que l'algorithme, lui, compte le nombre de partages pour remonter nos publications et mieux nous faire connaître et nous rapporter via la publicité un petit peu d'argent. Et puis merci à tous ceux qui ont fait un geste financier et qui continuent de nous soutenir pour qu'on puisse poursuivre notre développement. N'hésitez pas, on a toujours besoin d'acheter de la documentation, de s'abonner à de nouvelles sources d'informations. Ça coûte très cher pour certains sites, hein. On est sur des abonnements à 200 € par an. Donc n'hésitez pas à poursuivre, si vous en avez la possibilité, les petits gestes financiers. Alors maintenant, deuxième sujet, hein, on en aura 3 à traiter aujourd'hui. Deuxième sujet, bien sûr, la situation entre Israël et l'Iran suite à l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, la semaine dernière à Téhéran, lors donc de la cérémonie, enfin en amont de la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien Pezeshkian, où là on a vu une faille de sécurité monumentale dans l'appareil sécuritaire iranien. Et là il y a quelque chose vraiment qui est du domaine de l'inexplicable, parce qu'on a... alors, je suis au courant qu'il y a plusieurs thèses sur le mode opératoire qui a abouti à la mort d'Haniyeh. Il semble néanmoins qu'on puisse s'entendre sur le fait que c'est non pas un missile tiré depuis, je sais pas, certains ont évoqué l'Azerbaïdjan allié d'Israël, etc. Il semblerait que ce soit quelque chose de très local, c'est-à-dire que quelqu'un, ou quelques-uns en tout cas, se sont infiltrés dans Téhéran, où était une cellule dormante des services de renseignement israéliens dans Téhéran, et ont pu passer à l'action, et on évoque la possibilité d'une bombe. C'est-à-dire que l'équipe qui a fait le coup a pu placer des explosifs là où se trouvait Haniyeh et les faire détonner. Donc ça signifie que soit l'appareil sécuritaire iranien a été aveuglé et désinformé sur cette possibilité. Hein, c'est pas, faut pas on peut intoxiquer des gens avec des fausses informations et ils vont louper le coche de ce qui est le plus important. Soit, comme certains l'ont évoqué, parce qu'il faut pas non plus balayer du revers de la main, il y a eu des complicités du côté iranien, parce que on le rappelle depuis la mort du président iranien, donc c'était au mois d'avril, si ma mémoire est bonne, avril ou mai, excusez-moi si j'ai un petit doute, on sait qu'il y a une guerre, enfin, ou des querelles intestines très importantes au sein du régime, et que certains pourraient avoir tout simplement donné ou laissé passer des informations dont les Israéliens ont pu profiter parce que ça servait leurs intérêts qu'Haniyeh soit éliminé sur le sol de Téhéran dans leur petite guéguerre interne. Faut pas non plus évacuer ces possibilités-là. Hein, quand on est dans ce genre de situation, il faut essayer de tout poser sur la table, de dire bon ça c'est plutôt probable plus que ça, mais il faut pas, il n'y a pas encore eu les conclusions d'une enquête, et puis quand bien même on aura les conclusions de cette enquête, on pourra bien évidemment avoir des doutes légitimes sur ce qu'elles nous diront. Donc voilà, il faut essayer d'être le plus exhaustif possible. Peut-être suis-je en train d'oublier d'autres possibilités. Si vous avez votre petite idée, vous pourrez nous la donner dans les commentaires. Mais en tout cas, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'appareil sécuritaire iranien. Ça, c'est clair. Alors maintenant, hier soir, tout le monde était là, Donald Trump en tête, nous disant c'est bon, c'est pour cette nuit, l'Iran va répliquer. Et ça va être la grosse réplique, ou en tout cas une plus grosse réplique que celle du mois d'avril. Personnellement, je pense qu'effectivement, il peut y avoir une réplique, qu'elle soit un peu plus importante, pourquoi pas. Maintenant, les Iraniens sont pas fous. Haniyeh, c'était un allié, c'était pas un Iranien. Il faut pas oublier que pendant très longtemps, le Hamas a soutenu les ennemis de l'Iran en Syrie. Il faut pas oublier que le Hamas était proche des positions des groupes islamistes soi-disant modérés, selon Monsieur Fabius.
et donc s'attaquer aux gardiens de la révolution qui, eux, défendaient le régime de Bachar el-Assad. Donc, aller déclencher la guerre totale avec Israël pour venger la mort d'Anieh, faut pas rêver. Hein, les Iraniens sont très pragmatiques. En plus de ça, ils ont une vision très condescendante, historiquement parlant, des Arabes. Pour eux, c'est pas, enfin voilà, ils ont une vision d'eux-mêmes qui est héritée de l'Empire perse et de leur perception de leur puissance. Pour eux, les Arabes, c'est pas du même niveau, du même calibre qu'eux. Donc, de là à aller tout sacrifier pour venger sa mort, il faut rester raisonnable. Alors, je pense qu'il y aura quelque chose de symbolique quand certains disent que si c'était pas cette nuit, ce sera la nuit prochaine, parce que vraisemblablement, comme la fois précédente, par les différents canaux, y compris russes, puisque Shoigu était à Téhéran hier en fin de journée, eh bien, pour que tout ça soit une espèce de ballet synchronisé en coulisses, pour sauver la face au niveau des opinions, plutôt que pour véritablement porter un coup militaire décisif à Israël. D'autant que, ne l'oublions pas, du côté israélien, on n'attend que ça. Parce que ça, les Iraniens le savent, Israël et principalement Netanyahou et sa clique d'extrémistes religieux kahanistes ne rêvent que d'une chose, c'est d'étendre la guerre à l'Iran. Parce que dans l'eschatologie de ces gens-là, hein, dans la vision eschatologique de ces gens-là, la guerre de Gog et Magog a commencé le 7 octobre et elle doit aboutir à un affrontement avec la Perse. Donc il faut qu'il y ait la guerre avec l'Iran. Et donc les Iraniens sont parfaitement au courant de tout ça, et donc je pense qu'ils vont faire quelque chose de nature symbolique, où on aura eu en coulisses des préventions qui auront été données aux autres acteurs pour qu'ils préviennent également Israël, et qu'on en reste à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on ira plus loin. Voilà, c'est mon analyse, je peux me tromper, j'espère ne pas me tromper, parce que sinon, effectivement, eh bien, on franchirait des crans qui deviendraient de plus en plus difficiles à faire redescendre en termes d'intensité et de conflictualité. Alors, en marge de tout ça, on voit que la situation, bien sûr, reste très tendue hein, à la frontière libanaise, à la frontière entre Israël et le Liban, avec donc des échanges de tirs de part et d'autre qui ont donc causé encore des morts et des blessés, comme c'est le cas donc depuis plusieurs mois. À côté de ça, la situation à Gaza continue, donc les combats se poursuivent, hein, la situation continue de se détériorer au niveau bien sûr de la survie de la population et des civils. Il y a eu une série de frappes donc qui a été menée contre Gaza City, contre trois quartiers en particulier, Azetoun, Asher Radwan et Tel Al-Hawa. Dans le sud de la bande de Gaza, il semblerait que les Israéliens préparent une nouvelle opération dans les quartiers sud de Khan Younis. On verra ce que ça va donner, hein, puisque là il y a eu une annonce de l'armée israélienne de Tzahal vers la population pour lui demander d'évacuer. Donc généralement, quand il y a ce genre de précaution qui est prise ou qui est annoncée, ça signifie qu'il va y avoir une opération terrestre dans les jours ou les heures qui viennent, à surveiller là encore. La situation pour les civils, on le rappelle, est de plus en plus catastrophique. Je fais encore un rappel sur ce qu'a dit le Lancet, à savoir 180 000 morts au total, entre ceux qui ont été directement tués et ceux qui sont morts en raison des conséquences des destructions sur tout ce qui était sanitaire, hospitalier, etc. Hein, donc c'est une véritable catastrophe, c'est un véritable massacre, hein, il n'y a pas d'autre mot. On verra si le mot génocide finit par être retenu par la justice internationale. En tout cas, on a demandé à travers les arrêtés de la Cour internationale de justice à ce que Israël cesse tout cela, sinon elle se mettait hors la loi. Donc c'est bien le cas aujourd'hui. Et bien sûr, comme d'habitude, et sans qu'on en parle dans n'importe quel journal en France, hein, les opérations se poursuivent en Cisjordanie. Hein, il y a encore 25 Palestiniens qui ont été arrêtés hier 5 août.
ce qui porte à quasiment 10 000 personnes sous les verrous, 9 955, on sera bientôt à 10 000 Palestiniens arrêtés en toute illégalité sur un territoire qui est occupé en toute illégalité en termes de droit international par l'armée israélienne et par Israël. Rappelons-le. Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on fasse du droit, mais que quand ça les arrange. Non, le droit, il s'arrange d'une certaine impartialité et pas des avis, des volontés des uns et des autres. Voilà. L'armée israélienne a été sommée par des décisions des Nations Unies de quitter la Cisjordanie depuis 1967, tout comme la bande de Gaza, tout comme le plateau du Golan. Voilà. Donc ces arrestations, non seulement sont arbitraires, parce qu'on ne sait pas exactement pour quel motif ces gens sont arrêtés, mais peu importe, elles sont illégales parce que les forces de sécurité israéliennes n'ont rien à faire sur ce territoire, il faut le redire. Et donc, pour terminer, troisième sujet qui nous emmène donc cette fois-ci en Asie, on a eu donc au Bangladesh un coup d'État, semble-t-il, puisque la première ministre Sheikh Hasina, a démissionné et a quitté le pays pour se réfugier donc en Inde à New Delhi, où les autorités indiennes donc ont déclaré assurer sa sécurité. Et selon certaines informations, elle aurait déjà demandé asile au Royaume-Uni. On verra ce que ça va donner dans les jours qui viennent. C'était les informations à date en fin de journée hier. Il est 8h36 en ce 6 août au matin. Bien évidemment, les choses ont pu évoluer depuis, sans qu'on nous l'annonce tout de suite, parce que ce qu'on sait, c'est que donc il y a eu des manifestations dans les rues qui ont occupé sa résidence, le Parlement. Donc le chef d'état-major de l'armée, le général Waqaruzzaman, a pris la parole pour dire voilà, maintenant il faut que tout ça se calme, qu'il va y avoir la formation d'un gouvernement intérimaire, probablement sous la coupe de l'armée, mais ça n'a pas empêché cette nuit, là on a des informations, plusieurs émeutes dans certains endroits, soit à Dhaka, soit ailleurs au Bangladesh, et notamment on parle d'un massacre à Savar, au nord-ouest de Dhaka, qui aurait fait cette nuit 186 victimes, sans qu'on puisse savoir si ce sont des partisans de l'ancienne première ministre ou si ce sont des gens qui ont profité du chaos qui s'était un peu installé pour faire un peu n'importe quoi et qui ont été abattus par les forces constabulaires ou militaires pour remettre de l'ordre. Ça reste à déterminer, mais c'est la dernière information importante qu'on a eue depuis cette nuit sur la situation au Bangladesh, qu'il va falloir surveiller de très près, parce que c'est un pays qui est extrêmement pauvre, dont la population est soumise à des conditions de vie qui sont de plus en plus déplorables avec la montée des eaux. Vous le savez, le pays est concentré autour du golfe du Bengale, et donc automatiquement, on est dans une plaine fluviale comme celle du Nil ou celle du Rhône, et donc avec la montée des eaux, il y a de moins en moins de terres arables, la pauvreté donc est de plus en plus importante, les gens n'ont quasiment pas d'emploi, ou quand ils en ont un, c'est pour fabriquer ce genre de choses bon marché dans des conditions inhumaines. Donc, faut surveiller la situation et le développement de ce coup d'État dans les jours qui viennent pour voir si ça va changer quelque chose. Parce que au Bangladesh, on a donc une minorité hindoue qui peut se sentir menacée malgré les déclarations. C'est un pays qui est à 99%, enfin peut-être pas 99, mais entre 95 et 98% musulmans, mais il y a une minorité hindoue qui risque d'être victime de violences, d'être ciblée par des violences dans le cadre d'un chaos qui est en cours soit d'installation, soit en train d'être résorbé par les forces constabulaires et militaires. Donc il faut faire très attention, parce que si la minorité hindoue était victime de violence, ça pourrait engendrer des problèmes avec le grand voisin indien, et ça pourrait aussi donner des idées au Pakistan de se mêler de tout ça. Rappelons que le Bangladesh, depuis 53 ans, est indépendant.
du Pakistan dont il faisait partie à l'issue de l'indépendance de l'Inde qui a abouti à la scission entre l'Inde et le Pakistan et notamment donc l'immense majorité de la communauté musulmane qui peuplait l'Inde britannique d'autrefois. Voilà. Donc j'espère que ce bulletin vous aura plu après ces quelques semaines de vacances. Donc on se retrouve dès vendredi pour un nouveau bulletin hebdomadaire. D'ici là, pouce en l'air, commentaires positifs, questions, ajout d'informations, et puis si vous avez les moyens, un petit geste financier pour pouvoir nous soutenir et nous permettre de poursuivre notre développement. Et puis avant de nous quitter, puisque nous sommes le 6 août, nous aurons une pensée pour toutes les victimes civiles du premier bombardement atomique de l'histoire à Hiroshima le 6 août 1945. Bonne fin de journée à vous, bonne semaine et à vendredi. Au revoir.